Il existe des voix qui ne se contentent pas de chanter, elles transpercent jusqu'à l'os. Georgette Lemaire avait l'une de ces voix, rauque, brute, inoubliable. Dans les années 1960, la France la surnommait « la nouvelle Piaf », une fille de Belleville dont les chansons pouvaient réduire une salle de télévision au silence en quelques secondes. Mais derrière les projecteurs, c'était une autre histoire. Elle a connu la pauvreté, l'humiliation et la violence domestique. Elle a reconnu un jour, avec une honnêteté brutale, « Oui, mon mari me battait ». Et de sa carrière, elle disait amèrement « Johnny Stark m'a tué ». Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Georgette Lemaire n'est plus l'étoile éclatante de l'Olympia, mais une femme vivant discrètement avec les cicatrices d'une vie entière. Son histoire n'est pas seulement celle d'un déclin, c'est un rappel obsédant de la fragilité de la gloire et du peu de protection que le monde accorde aux artistes qu'il a jadis adorés. De Belleville au projecteur. Georgette Kibler naît en 1943 dans le 20e arrondissement à Belleville, où les cages d'escalier sentèrent la soupe et les gauloises, et où les postes de radio diffusaient de la chanson à travers des murs trop fins. Sa famille n'avait guère plus que la dignité et l'obstination. L'argent se comptait, le pain se partageait, et une nouvelle paire de chaussures devenait une cérémonie. Si ses débuts furent de modestes, sa voix, elle, ne l'était pas. À l'école, lorsque l'institutrice demandait une chanson, la classe se taisait. Elle ne se contentait pas de porter une mélodie, elle semblait porter des années. Première en chant, écrivait ses bulletins, une petite phrase qui ne disait rien de la façon dont les adultes se retournaient quand l'enfant sonnait déjà comme une femme qui avait trop vécu. Le dimanche, son éducation continuait dans une autre salle de classe, chez Louisette, la guinguette légendaire du marché aux puces de Saint-Ouen. Là, entre les tables bancales, les carafes de rouge ébréchées et les montagnes de vestes usées, un micro et un accordéon pouvaient changer le climat. Georgette apprit vite les règles, commencer fort, affronter Piaf de front ou s'abstenir, convaincre les vieux du fond qu'elle pouvait tenir une note, puis faire sentir aux femmes de devant qu'elle comprenait leur vie. Elle chanta Le Dénicheur, Padam, Padam, et La Montagne de Jean Ferrat, oscillant entre la suie de Paris et le vent des Cévennes. Elle n'avait pas la technique polie des filles de conservatoire. Elle avait la douleur. Les habitués glissèrent des pièces dans sa main et des conseils à son oreille. « Moins joli, plus vrai », lui dit un jour l'un d'eux. C'est à cette époque qu'elle rencontra Daniel, un garçon de café aux gestes rapides et à l'impatience tendre, qui devint son premier mari et le père de ses 2 fils aînés. Le changement de nom suivit naturellement, Kibler à l'état civil, Lemaire sur les affiches. Plus dur, plus net, plus facile à prononcer quand un maître de cérémonie devait frapper les consonnes et laisser sonner les voyelles. Le paradoxe de son ascension, c'est qu'elle commença non pas dans la lumière bleue de la célébrité, mais dans les matins gris de Belleville et le vacarme du marché. Quand la télévision la découvrit, elle avait déjà passé une épreuve plus ancienne, celle des tables et des visages. Sa mère, Léone, était le général de cette campagne silencieuse. Léone entendait ce que les impresarios entendraient plus tard, que les graves de Georgette pouvaient meurtrir et que ses aigus pouvaient panser, et elle refusa de laisser le hasard décider de leur sort. À l'automne 1965, elle poussa sa fille vers la grande machine. Le jeu de la chance, le rituel dominical de la nation. La télévision, à l'époque, n'était pas encore une usine. C'était une scène où le pays tout entier se penchait. Mais c'était aussi un champ de bataille où les protégés avaient des parrains, et les parrains des plans. Georgette entra dans ce monde et, 3 dimanches consécutifs de novembre, elle recréa l'atmosphère du marché. Sauf que, cette fois, les applaudissements venaient en vagues à travers les tubes cathodiques. Le 7 novembre, elle choisit Hymne à l'amour, chanson qui punit les menteurs, et dit la vérité.
Le 14, elle osa pas d'âme, avec son rythme de battement de cœur impossible à étouffer. Le 21, elle lança le dénicheur, projetant sa voix là où seuls les intrépides s'aventuraient. Elle ne se contenta pas de tenir la distance. Elle termina ex aequo avec une brune d'Avignon. Mireille Mathieu, dont l'impresario aiguisait déjà ses couteaux de stratégie et ses bouquets d'opportunités. La suite fut le pivot de la légende. Les contrats éternent sur la table, Philippe avait agi vite, séduit par ce miel sombre, et l'émission aimait les récits autant que les notes. Georgette écrira plus tard qu'on lui demanda, de cette façon polie et tranchante qu'à la télévision, de s'effacer. On m'a demandé de me retirer, se souvient-elle dans ses mémoires. On m'a dit, il ne peut y en avoir qu'une. C'était présenté comme de l'élégance, du fair-play, un geste de reine envers l'autre fille. Mais pour elle, ce fut autre chose. Un ultimatum déguisé en conseil. Elle céda sa place. Les caméras se tournèrent. L'histoire qui servait la machine continua. Malgré la manipulation, Philips lui offrit un contrat. Charles Dumont, le compositeur du nom « Je ne regrette rien » de Piaf, lui donna des chansons. En 1966, elle enregistra « Et si c'était vrai » qui se vendit à plus de 150 000 exemplaires. Le public réagit comme avec Piaf. Ce n'était pas une chanteuse décorative, mais une femme avec des cicatrices dans la voix. Des titres comme « Vous étiez belle, madame » et « Je ne sais pas » devinrent des classiques. Elle partagea la scène avec Georges Brassens à Bobino, avec Enrico Macias à l'Olympia, et partit en tournée avec Alain Barrière. À l'Olympia, en 1973, elle fut enfin la vedette. 17 rappels. Bruno Cocatrix cédant aux clameurs du public, la programmant 10 soirs de suite. Cela aurait dû être son couronnement. Au lieu de cela, sa carrière s'assombrit peu à peu. Elle changea de label, enregistra chez AZ et Accor, consacrant même un album entier en 1980 aux chansons de Charles Aznavour. Ce dernier lui rendit l'un de ses plus émouvants hommages, une voix, un cœur, une authenticité et dans son chant, les cris d'un animal blessé. Mais les louanges d'Aznavour ne suffirent pas à la protéger de la machine de l'industrie, ni des impresarios de ses rivales. Dette, expulsion et humiliation. Au milieu des années 1980, Georgette Lemaire gardait encore l'aura d'une interprète respectée de la chanson, une survivante de la génération qui avait porté le flambeau de Piaf jusqu'aux variétés modernes. L'establishment culturel lui-même reconnut son apport. En 1986, Jack Lang, alors ministre de la Culture, la décora du titre de Chevalier des Arts et Lettres, une distinction destinée à honorer les créateurs dont l'œuvre avait enrichi le patrimoine français. 3 ans plus tard, grâce à l'intercession directe du président François Mitterrand, elle fut nommée au Conseil économique et social en tant que personnalité culturelle qualifiée. Et pourtant, ces honneurs ressemblaient à des médailles accrochées à un navire déjà en train de prendre l'eau. Le prestige était réel, mais il ne s'accompagnait ni d'argent ni de stabilité. Ces contrats s'étaient taris. Les maisons de disques qui autrefois se disputaient le privilège de la signer s'étaient tournées vers des visages plus jeunes, des genres plus à la mode. Ces albums, lorsqu'ils paraissaient, étaient mal distribués, à peine promus. Dans les grandes salles où elle avait triomphé, son nom disparut des affiches. La chute ne fut pas brutale, mais elle fut implacable. Tout au long des années 1990 et 2000, la présence de Georgette Lemaire dans l'espace public s'éteignit jusqu'à devenir presque invisible. Elle survécut grâce à une modeste pension qui, à terme, avoisina les 800 € par mois, somme suffisante pour quelqu'un sans dette, sans charge, avec un logement subventionné. Mais Lemaire, qui avait passé ses plus belles années sans gestion financière, face à des producteurs qu'elle décrivit plus tard comme des « escrocs », n'avait guère d'économie. La moitié de sa pension, parfois plus, disparaissait dans le loyer. Le reste allait aux factures et aux besoins essentiels. Ce qui demeurait relevait d'une vie de marge. La cruauté de son déclin, c'est qu'il se joua sous les yeux d'un public qui la gardait en mémoire comme lumineuse.
En 2014, sa détresse éclata dans la presse. Elle vivait dans un modeste appartement de 4 pièces à Créteil, le même logement que François Mitterrand lui avait fait attribuer des décennies plus tôt après une expulsion. Mais cette fois, les arriérés de loyer avaient gonflé à plus de 20 000 €. 6 jugements d'expulsion avaient déjà été prononcés. Le sursis hivernal touchait à sa fin. Les huissiers pouvaient surgir à tout moment. Elle parla aux journalistes avec un mélange de honte et de colère. « Comment voulez-vous vivre avec 800 € et un loyer de 500 » lança-t-elle. L'arithmétique était impossible. Puis vint l'aveu qui choqua ses admirateurs. Elle confessa qu'il lui arrivait de fouiller dans les poubelles, non pas pour la nourriture, précisa-t-elle, mais pour les vêtements. « Je ramassais des chemises et des jeans » dit-elle. L'image était pitoyable. La femme qui avait partagé la scène avec Georges Brassens et enchanté l'Olympia, réduite à récupérer des habits dans la rue. Le sauvetage ne vint pas de l'industrie, mais encore une fois de la politique. Laurent Catala, maire de Créteil, intervint directement, accordant ce qu'il appela une indulgence. En réalité, une suspension de l'expulsion. Son explication fut aussi simple que bouleversante. Il est difficile d'expulser une femme qui appartient à notre patrimoine culturel. Sans cet acte de clémence, Georgette Lemaire se serait retrouvée à la rue, ses biens entassés sur le trottoir. Même en luttant pour conserver un toit, un autre fantôme la hantait, l'amertume de ses débuts télévisés. Elle n'oublia jamais et ne pardonna jamais ce qu'elle considérait comme son retrait forcé du jeu de la chance en 1965. Pour la presse, l'histoire était toujours présentée comme une rivalité entre elle et Mireille Mathieu, 2 jeunes femmes au répertoire voisin et aux ambitions identiques. Elle écrivit avec une précision acide que Johnny Stark, l'impresario légendaire de Mathieu, avait tout fait pour l'effacer. Sur le ring de la chanson, pour lui, il ne devait y avoir qu'une seule combattante, sa protégée. Il voulait me rendre invisible, muette. Il a fait retirer mes disques des radios. Il m'a effacé. Les décennies qui suivirent semblèrent confirmer son sentiment. Chaque fois que les journalistes tentaient de raviver le souvenir de ce moment, le récit se réduisait à une rivalité d'égal à égal. Mais Lemaire rejetait cette idée. Pour elle, ce n'avait pas été un combat loyal. Elle n'avait pas été vaincue. Elle avait été étranglée par une main invisible. Dans son autobiographie, elle formula les choses de la manière la plus brutale. Johnny Stark m'a tué. Blessure familiale. Sa vie personnelle, derrière la façade des scènes et des applaudissements, sombrait dans une forme d'obscurité qu'elle dissimulait rarement lorsqu'on l'interrogeait. Son premier mariage, avec Daniel, un simple garçon de café avec qui elle partagea ses jeunes années à Belleville, lui donna 2 fils, Yvan et Pascal. Au départ, cela ressemblait à l'histoire banale d'un jeune couple. 2 enfants, un petit appartement, les batailles quotidiennes de l'argent et du travail. Mais sa carrière commençait à l'entraîner dans une autre direction et le mariage ne résista pas à cette tension. L'union s'effondra, laissant Georgette face à un double fardeau. Être à la fois l'étoile montante attendue à la télévision nationale et la mère de 2 garçons en bas âge confrontés à la séparation. Peu après, elle entama une relation avec son pianiste, le musicien Bob Sellers. Il devint son second mari et, en 1969, ils accueillirent un 3e fils, Tony, né à Joinville-le-Pont. Au début, ce nouveau partenariat semblait être l'encre dont elle avait besoin. Quelqu'un qui comprenait les exigences de la scène, les répétitions incessantes, les tournées épuisantes. Mais l'harmonie en musique ne signifiait pas harmonie à la maison. Des années plus tard, elle confessa que ce mariage aussi portait les cicatrices de la violence. En 2009, dans un entretien au magazine Platine, elle prononça des mots qui glacèrent ses lecteurs. « Oui, mon mari me battait. Pas assez pour me tuer, mais assez pour me marquer. Comme Marie Trintignant, j'ai été victime des hommes. » Ce n'était pas une déclaration sensationnaliste, pas même une longue explication,
Juste une phrase, livrée avec la sécheresse de quelqu'un qui n'a plus rien à cacher ni à protéger. En une formule, elle se plaça parmi cette génération de femmes qui avaient porté leurs ecchymoses en silence pendant des décennies. La vie familiale ne lui offrit jamais la consolation qui aurait pu compenser les blessures professionnelles. Avec 3 fils, Yvan, Pascal et Antoine, elle connut la joie, mais aussi la rupture et l'éloignement. Ses relations avec ses petits-enfants furent souvent fracturées. Dans l'un de ses aveux les plus douloureux, elle déclara simplement « Je ne vois que Chloé », parlant de la fille de son plus jeune fils, Antoine. « J'ai vu ma petite fille Clara seulement 6 fois en 20 ans. La seule que j'ai vue grandir, c'est Hugo. Parce que je suis passé par le tribunal pour en avoir la garde. Yvan avait trop de drames dans sa vie pour s'occuper de lui. » Ces mots portaient l'épuisement, le regret et la résignation d'une grand-mère qui avait dû se battre même pour quelques fragments de présence. Hugo, le petit-fils qu'elle éleva un temps, fut à la fois sa fierté et le rappel de tous les échecs qui l'entouraient. À travers lui, elle entrevoyait des éclats de la satisfaction maternelle qui lui avait autrement échappé. Mais la réalité, c'est qu'une grande partie de sa famille lui glissait entre les doigts, par les circonstances ou par les choix. Puis, en 2022, survint le coup le plus cruel. Son fils aîné Yvan mourut après des années de lutte contre l'addiction. Sa santé et sa vie avaient été lentement rongées, ces drames s'accumulant les uns après les autres. Le drame fut assez public pour faire la une des journaux. Georgette Lemaire, la chanteuse jadis couronnée par la télévision, désormais en deuil de son premier-né. Il fut enterré à Montmartre, le cimetière des artistes, mais cela n'apporta que peu de réconfort. Il laissa derrière lui 2 fils, Hugo et Arthur, soudain orphelins. Pour Georgette, c'était comme si le cycle de malheur qu'elle avait tant chanté avait fini par s'installer au cœur de sa propre famille. Ses mots après la mort d'Yvan furent dépouillés de tout artifice. Yvan n'a eu que des drames dans sa vie, comme moi. En une phrase, elle mêlait son histoire à la sienne, mère et fils tous deux broyés par des luttes incessantes. Perdre un enfant, même adulte, était une blessure qu'aucune reconnaissance, aucune médaille, aucun applaudissement tardif ne pouvait apaiser. Cela laissa Georgette visiblement diminuée, sa voix tremblante, plus qu'elle ne l'avait jamais été sur scène, son corps rétréci sous le poids du chagrin. À ce stade, Georgette Lemaire avait déjà enduré la pauvreté, les menaces d'expulsion, l'humiliation et la maladie. Mais la mort d'Yvan grava la cicatrice la plus profonde. Santé déclinante, lumière vacillante. Comme si la vie ne l'avait pas déjà assez punie, son corps réclama un tribut supplémentaire. En 2017, elle fit face à la perspective terrifiante de la cécité. Des années de vue déclinante l'avaient laissé presque incapable de reconnaître les visages ou de lire ses propres lettres. Les médecins l'avertirent que sans intervention urgente, elle perdrait bientôt totalement la vue. Cette année-là, elle subit non pas une, mais 2 greffes de cornée, opération délicate et éprouvante, à seulement quelques semaines d'intervalle. Elles lui sauvèrent la vue, mais au prix d'une grande fragilité et d'une énergie épuisée. Elle avoua ensuite vivre dans la peur constante, celle de la douleur qui reviendrait, celle de se réveiller un matin et de découvrir le monde plongé à jamais dans l'obscurité. Cette crise de santé coïncida avec un autre changement, le lent départ de son appartement de Créteil vers la Maison nationale des artistes de Nogent-sur-Marne. Cette maison de retraite, gérée par la Fondation des artistes, n'est pas une structure ordinaire. Elle occupe un château reconverti, entouré d'un parc de 10 hectares, avec des ateliers de peinture, une petite salle de concert et une mission: offrir de la dignité aux artistes vieillissants. Sur le papier, c'est un sanctuaire. Mais pour Georgette Lemaire, ce fut souvent moins un sanctuaire qu'un exil déguisé en confort. Les journalistes venus lui rendre visite ont rapporté qu'elle semblait repliée sur elle-même, sa chambre encombrée de piles d'objets
qu'elle refusait d'abandonner. France Dimanche nota même qu'elle souffrait de sillogomanie, un trouble compulsif de l'accumulation qui l'empêchait de jeter quoi que ce soit. Comme si elle s'agrippait à des vêtements, papiers, bibelots et vieilles photos pour retenir un monde déjà échappé de ses mains. Ses difficultés financières, elles, ne disparurent jamais. Sa pension resta fixée à une somme dérisoire, à peine de quoi couvrir les dépenses de base, encore moins la vie digne d'une artiste qui avait vendu autrefois des centaines de milliers de disques. La Maison nationale des artistes lui apportait la sécurité, mais elle vivait avec la conscience qu'il s'agissait d'une charité, non d'une récompense. Comment voulez-vous vivre avec 800 € et un loyer de 500 ? S'était-elle déjà exclamée. Cette équation continuait de définir son quotidien. Son nom n'apparaissait plus dans la presse que lors des drames. Et lorsqu'on le rappelait sur un ton plus léger, c'était dans des articles nostalgiques sur la chanson des années 1960, où « Vous étiez belle », Madame résonnait comme le symbole d'une époque révolue. Les fans parlaient d'elle avec tendresse, évoquant cette voix qui avait accompagné des mariages, des peines de cœur ou de longs trajets en voiture. Mais peu imaginaient que celle qu'on comparait jadis à Piaf vivait désormais discrètement dans une maison de retraite, loin des projecteurs. Dans son autobiographie « À m'en déchirer le cœur », elle formula les choses avec une précision désarmante. Ce métier est dangereux. Un jour, vous êtes à la télévision, le lendemain, vous n'êtes plus rien. Voilà le système. C'est sans doute le témoignage le plus clair de la cruauté du show business. Cette manière de dévorer la jeunesse et la beauté, puis de recracher ceux qui ne peuvent plus vendre. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Georgette Lemaire est toujours en vie. Mais le périmètre de son existence s'est réduit aux murs de sa chambre et aux allées du parc du château. Elle est encore la mère de 3 enfants, bien que l'un d'eux soit mort. Elle est encore la grand-mère de 4 petits-enfants, bien que la plupart lui soient éloignés. Elle est encore chevalière des arts et lettres, mais le titre ne lui apporte que peu de consolation. Elle est encore la femme qui s'est tenue sur la scène de l'Olympia, mais son public se résume désormais à quelques résidents et à de rares journalistes. La vie de Georgette Lemaire ressemble à une chanson interrompue en plein couplet, belle, puissante mais inachevée, marquée davantage par le silence que par les applaudissements. Son histoire rappelle que le talent, à lui seul, ne protège pas un artiste de la solitude, de la pauvreté ni du temps. Écoutez-vous encore des chanteuses comme Georgette Lemaire aujourd'hui? Ou son nom a-t-il déjà glissé dans l'oubli? La France devrait-elle célébrer ses voix oubliées avec la même ferveur qu'elle réserve à ses nouvelles étoiles? Partagez vos réflexions ci-dessous, et si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer et de partager pour que d'autres se souviennent d'elle aussi.